En 2012 sortait le film Les Nouveaux Chiens de Garde, sur les journalistes au service du pouvoir capitaliste. En introduction, un extrait de l'émission Lecture pour tous de 1967, présentant le livre de Paul Nizan, Les Chiens de Garde. Le film parle des nouveaux chiens de garde, mais il ne serait pas inutile de parler de ces anciens chiens de garde, ces philosophes libéraux, gardiens de l'idéologie dominante en Occident. Les principes du libéralisme peuvent être trouvés dans la pensée grecque du républicanisme, notamment chez Aristote, mais la constitution du libéralisme en tant qu'idéologie politique commença au XVIe et XVIIe siècle, dans la lignée du mouvement humaniste. Depuis lors, le libéralisme a connu des subdivisions en plusieurs sous-idéologies. Mais quelle est l'idée centrale qui réunit toutes ces sous-idéologies entre elles? Comme son nom ne l'indique pas, c'est la notion d'individu, et non la liberté. La liberté dans le libéralisme est au service de l'individu, afin de l'affranchir des contraintes qui pèsent sur lui. Pour comprendre cette subtilité, nous devons revenir aux origines des idées libérales. Toute idée est influencée par l'environnement politique et économique de son temps. Le XVIe siècle en Europe est caractérisé par les conséquences de la réforme protestante et des guerres de religion en France et en Allemagne. L'Angleterre connaît de vives tensions entre catholiques, protestants et par la suite anglicains. Le royaume d'Angleterre passa de catholique à protestant à catholique à nouveau, pour finir par trouver un compromis avec l'anglicanisme. L'une des caractéristiques de la foi protestante est une relation directe entre Dieu et l'individu. Une telle conception, dans une époque où la religion a un rôle prépondérant dans la société, ne peut qu'influencer fortement la vision du monde de chacun. Cette vision est en opposition à la conception catholique d'un clergé et des saints servant d'intermédiaire entre Dieu et les croyants, une conception héritée du paganisme. John Locke, qui est considéré comme le premier théoricien du libéralisme, était lui-même un protestant, un puritain, des protestants qui rejettent l'Église d'Angleterre pour son compromis avec le catholicisme. Locke était un partisan de la théorie des droits naturels, des droits inaliénables donnés par la nature aux individus. Pour lui, ces droits sont la vie, la liberté et la propriété. La conception de droits naturels inaliénables vient de la philosophie grecque stoïcienne, des lois naturelles. Une philosophie qui croit que certains droits ou valeurs sont inhérents à la nature humaine et peuvent être compris au travers de la raison humaine. Au Moyen-Âge, la scolastique, l'étude méthodologique de la philosophie ancienne et de la théologie chrétienne, fit revenir le concept de droit naturel. La scolastique vise à rationaliser la religion et de développer une pensée logique. Les 5 voies pour prouver l'existence de Dieu de Thomas d'Aquin, à l'aide d'un raisonnement logique basé sur une observation empirique, sont des exemples de la pensée scolastique. Suivant le même raisonnement, l'idée de droit naturel fut reprise de la philosophie scolastique. Pour les libéraux, c'était un moyen légitime pour s'opposer au droit divin des rois et à l'absolutisme. Les droits naturels étant issus d'un pouvoir supérieur, ce qui en fait des dogmes religieux séculaires. Les droits naturels seront concrétisés plus tard par les droits de l'homme, Bill of Rights ou droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, des Nations unies, prétend être universelle et au-dessus de tout gouvernement ou culture, une prétention partagée par les religions monothéistes. Pourquoi le libéralisme a réussi? Pourquoi ces idées et principes en particulier? Réfléchir à des idées et des théories politiques demande un certain niveau d'alphabétisme. À l'époque, cela concerne principalement 2 catégories de gens, les aristocrates et les bourgeois. Les aristocrates étaient en faveur du féodalisme, car c'était dans leur intérêt de régner sur leurs terres comme ils l'entendent et de conserver leurs privilèges. L'aristocratie était sur le déclin, car les États étaient en phase de professionnalisation de leurs armées, faisant perdre à l'aristocratie son statut de classe guerrière, ce qui a eu pour conséquence de la rendre impuissante à la perte de leur pouvoir au profit des administrations royales. Par conséquent, l'aristocratie n'était pas un facteur de changement. Au contraire, la bourgeoisie était en plein essor grâce au développement du commerce international au XVIe et XVIIe siècle, et par la suite par l'industrialisation au XVIIIe et XIXe. Les bourgeois étaient des gens lettrés disposant d'un pouvoir économique, mais exclus de l'aristocratie dirigeante. Le succès des idées libérales coïncide avec la montée en puissance de la bourgeoisie et le déclin de l'aristocratie. Naturellement, cette classe aspirait à un gouvernement qui protège et sert ses intérêts. Un gouvernement dirigé par une monarchie absolue n'est pas adéquat pour garantir la liberté et la propriété d'une classe marchande. C'est pourquoi une forme républicaine de gouvernement est préférable, car c'est une forme de gouvernement plus facile à influencer. Les idées de Montesquieu d'un gouvernement tempéré furent considérées comme plus adéquates et, comme Benjamin Constant aimait le dire, les citoyens mettent en place des représentants pendant que les individus sont libres de poursuivre leurs intérêts et gérer leurs affaires. Par ailleurs, comme John Locke, la plupart des premiers hommes d'affaires et penseurs libéraux faisaient partie de minorités religieuses, puritains, quakers ou juifs, particulièrement en Angleterre. Les caractéristiques socio-économiques des premiers libéraux étaient appartenant à une élite économique, à des minorités religieuses, aucun pouvoir au gouvernement ou dissident politique, intellectuels. Par conséquent, il est peu surprenant que les valeurs libérales prônent la liberté d'expression, la liberté de culte, le libre-échange, les libertés économiques, un gouvernement limité et des libertés individuelles. Plusieurs valeurs qui sont très utiles quand on n'est pas au pouvoir et qu'on a beaucoup à perdre.
L'importance accordée au concept de liberté donne à son nom libéralisme, mais ce n'est pas n'importe quelle forme de liberté. Benjamin Constant l'explique très bien dans La liberté des anciens et celle des modernes. La liberté des anciens est la liberté de décider des affaires politiques. C'est la souveraineté politique. Mais en privé, vous êtes soumis aux normes sociales. La liberté des modernes est la liberté individuelle. Le gouvernement s'abstient d'intervenir dans les rapports entre les individus, et vous pouvez profiter d'une certaine liberté individuelle. Cette différence de nature entre les libertés permet de limiter les droits politiques des citoyens. En tant qu'individu, vous pouvez profiter de votre liberté individuelle. Mais en tant que citoyen, vos droits politiques sont limités. L'Angleterre est le premier pays où les idées libérales se sont développées, et également le pays où une classe marchande et affairiste d'importance a vu le jour. La guerre civile anglaise de 1642 à 1666 fut la fin du droit divin, un affaiblissement du pouvoir du roi et un renforcement du Parlement. La guerre civile débuta suite à un conflit entre Charles Ier et le Parlement. Durant la guerre, une faction libérale appelée les Levellers joua un rôle proéminent dans le succès des idées libérales. Les Levellers étaient en faveur des droits naturels des individus, une extension du droit de vote pour des représentants au Parlement et pour la tolérance en matière de religion. Bien que la monarchie fut restaurée après la mort d'Oliver Cromwell, l'Angleterre devint une monarchie parlementaire avec un gouvernement représentatif, une certaine garantie des droits individuels et une relative tolérance religieuse. L'Angleterre est le premier pays où les idées libérales ont connu un certain succès. Vers la fin du XVIIIe siècle, les principes et idéaux libéraux ont eu plus de temps pour se développer et étaient communs parmi les classes lettrées et intellectuelles. Durant la Révolution américaine, tous les leaders de la Révolution étaient libéraux. La Déclaration d'indépendance américaine est un témoignage des principes libéraux. Les idées de John Locke ont beaucoup influencé la pensée politique derrière la Révolution au travers de l'influence des écrivains anglais comme John Trenchard ou Thomas Gordon, qui à leur tour ont influencé les révolutionnaires américains. Locke considérait que tous les hommes étaient créés égaux, et que par conséquent un gouvernement nécessitait le consentement des gouvernés. La Déclaration d'indépendance des États-Unis fait aussi référence aux lois de la nature créée par Dieu. Deux concepts centraux dans la Déclaration d'indépendance, déduisant l'égalité humaine, le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, dans la croyance biblique dans l'égalité par la création. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Dans l'Amérique du XVIIIe siècle, l'idée d'égalité dans la création était commune. La Déclaration d'indépendance américaine est un témoignage du lien entre christianisme, droit naturel et libéralisme. Les révolutionnaires américains réussirent à constituer un gouvernement basé sur des principes de gouvernance libérale. La République représentative avec un pouvoir limité du gouvernement garantissant les droits naturels sous la forme du Bill of Rights. Ce succès des idées libérales inspirera les libéraux en Europe, particulièrement en France où la monarchie absolue française était en difficulté. La France était proche de la banqueroute suite à la guerre de 7 ans et à son soutien à la Révolution américaine. L'aristocratie décadente était vue comme parasite par la classe bourgeoise. Les bourgeois étaient mécontents de leur absence de pouvoir et d'influence au gouvernement. Quand le roi Louis XVI réunit les États généraux en 1789, la classe politique française était dans une impasse, ce qui conduit à la Révolution et le renversement de la monarchie. Et les révolutionnaires français ne réussirent pas à établir une république stable, ce qui conduit au coup d'État de Napoléon Bonaparte 10 ans plus tard. Suite à la défaite de Napoléon conduisant à son exil, la monarchie fut restaurée en France. Malgré l'échec de la Révolution française, ses effets ont eu des conséquences durables. Durant le XVIIIe siècle, la croissance continue d'une bourgeoisie libérale accéléra le déclin de l'aristocratie royaliste, les gouvernements adoptant progressivement des institutions républicaines et des principes libéraux de loi et de gouvernance. En 1920, toutes les monarchies autoritaires disparurent, pour être remplacées par des républiques ou des monarchies parlementaires, qui de fait fonctionnent de la même manière qu'une république. Mais les principes libéraux de gouvernance et les libertés individuelles ne sont pas les idées centrales du libéralisme. L'idée centrale est l'individualisme. Ces principes sont seulement un moyen de lever les limitations qui existent sur l'individu. La philosophie des droits naturels octroyés par la nature elle-même donne un statut sacré à l'individu. Si l'individu est sacré, par conséquent, toute limitation ou atteinte est impie dans le subconscient libéral. Dans cette perspective, il est peu surprenant qu'un libéral va s'opposer à tout ce qui nie l'égalité en statut ou en valeur entre les individus. Pour un libéral, le pire des criminels vaut autant que le plus honnête des citoyens. Ce qui explique pourquoi les libéraux, qu'on appelle parfois les droits de l'homiste, détestent l'idée de prison, de châtiment ou de frontières, car ce sont des atteintes à la liberté absolue de l'individu. Et ce ne sont pas des idées nouvelles. Les révolutionnaires français pensaient abolir la peine de mort et considéraient que les individus pouvaient voyager et s'installer où bon leur semble, indépendamment des frontières. Les réalités politiques de la Révolution firent que ces idées furent mises de côté. Le socialisme est une idéologie apparue en réaction face à la doctrine économique du libéralisme. L'idée que le bonheur des individus se réalise uniquement dans l'absence d'intervention de l'État, comme les libéraux classiques le pensaient, est une conception contestée par les penseurs socialistes. Mais les penseurs socialistes ne rejetaient pas l'intégralité du libéralisme. Ils ne rejetaient pas, ou peu, les doctrines sociales. Le but final du communisme est une société sans classe et sans État, une société purement égalitaire.
mais Marx était surtout concerné par les inégalités économiques, qu'il voyait comme source de toutes les inégalités. Une vue qui n'est pas partagée par la théorie critique de l'école de Francfort. La théorie critique prend certains éléments du marxisme, notamment le concept de l'influence de l'infrastructure sur la superstructure, autrement dit de l'ordre socio-économique sur l'idéologie. Mais la théorie critique est davantage influencée par Kant. Kant est un philosophe et un théologien protestant qui a beaucoup travaillé sur le concept des droits naturels de l'individu. Pour résumer la pensée de Kant, l'allégorie du bateau qui coule est révélatrice. Un bateau a été frappé par une tempête et commence à couler. Son équipage fuit sur une chaloupe de sauvetage, mais celle-ci ne peut supporter le poids d'autant de gens. Si on sacrifie quelqu'un, la chaloupe ne coulera pas et la vie du reste de l'équipage sera sauve. Dans le cas contraire, tout le monde périra noyé. Pour Kant, il est immoral de sacrifier quelqu'un, car c'est violer l'intégrité de l'individu au profit d'un autre, et ainsi reconnaître une inégalité entre eux. Même si quelqu'un est tiré au sort ou choisit lui-même de se sacrifier, cela est toujours immoral car un individu sera déchu de son égalité malgré tout. Pour Kant, le seul choix moral est de laisser tout le monde crever. Kant a profondément influencé la conception des droits de l'homme ainsi que les doctrines juridiques en Occident. La théorie critique s'inspire davantage de Kant que de Marx. La théorie critique a pour but de libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent. Quelles sont ces circonstances? Principalement les normes sociales. La politesse est un exemple de norme sociale. Les normes sociales auxquelles les gens doivent se conformer pour vivre en société sont oppressantes pour les individus. La théorie critique a plusieurs sous-théories, reliées ou inspirées par elle. Toutes prétendent que les normes sociales sont des constructions sociales. Et si ce sont des constructions, elles peuvent être déconstruites. Leur déconstruction va libérer les contraintes qu'il existe sur les individus. La théorie critique est le cadre idéologique du mouvement des social justice, dont sont issus les fameux social justice warriors. Le discours est orienté autour des minorités, car ce sont les groupes d'individus qui se confirment difficilement aux normes sociales de la majorité, et en souffriraient. Vivre en société nécessite un sacrifice d'individualité, car se conformer aux normes sociales est une contrainte. Mais cette contrainte n'est pas également partagée par tous. Un homosexuel devra sacrifier plus de lui-même dans une société où l'homosexualité n'est pas acceptée. Une femme devra sacrifier plus d'elle-même dans une société où il est plus difficile de poursuivre certaines carrières. Néanmoins, tout le monde est affecté par les normes sociales. On a tous entendu les phrases « c'est un jeu pour les filles »,« ça c'est pour les PD ». C'est une réaction naturelle de vouloir faire respecter les normes sociales aux autres qu'on est confronté à une déviance. Dissoudre les normes sociales pourrait lever les contraintes qu'il existe sur les individus et pourrait en effet étendre l'individualisme. Mais les normes sociales existent pour une raison. Sans aucune norme sociale, la société serait brisée. Personne ne saurait comment vivre ensemble. Imaginez que vous soyez en train de jouer à un jeu de société. Vous avez besoin de règles pour jouer, mais chaque joueur a ses propres règles. C'est impossible de jouer, sauf si tout le monde se met d'accord sur des règles communes. Dans le cas contraire, des conflits vont apparaître si certains décident de jouer avec des règles différentes. Le libéralisme d'aujourd'hui a en apparence peu en commun avec le libéralisme du XVIIIe siècle. Ce qui est normal, une idéologie change avec le temps et connaît des divisions et des évolutions. Par le passé, les gouvernements étaient vus comme la source majeure de contraintes sur l'individu. Par conséquent, les droits tels que la liberté d'expression, de religion ou d'association étaient des valeurs qui ont servi l'individualisme. Maintenant, ce n'est pas l'État, mais les valeurs traditionnelles conservées au travers de l'éducation et soutenues par la majorité qui sont vues comme la source majeure d'asservissement pour l'individu. La manière la plus rapide de changer ou d'effacer les normes sociales est d'utiliser le pouvoir de l'État et des institutions. Certaines anciennes valeurs libérales sont maintenant vues comme des obstacles à la progression du libéralisme, comme la méritocratie, qui était une valeur importante pour les premiers libéraux. Maintenant, c'est l'égalité des résultats qui est promue. Toutefois, ceux qui se disent de gauche, qui seraient contre le capitalisme par exemple, comme les social justice warriors ou les bobos, pour revenir à une sociologie plus française, sont des libéraux, les fameux libéraux libertaires décrits par Michel Kluskar. S'opposer au capitalisme, système sanctifié par le libéralisme économique, n'est pas nouveau au sein des courants libéraux. Le mouvement social-libéral incarné par des gens comme John Stuart Mill date du XIXe siècle. Aujourd'hui, on parle de social-démocrate et plus de social-libéral en politique, mais l'idée reste la même. Le libéralisme est une doctrine sociale avant d'être une doctrine économique.